Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X et YouTube, sur regarder énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec le premier short YouTube qui nous vient de Sinox Buzz. Et là c'est Rof qui parle de Bassem. C'est un raciste, lui c'est un raciste. Mais t'as vu, lui il fait partie de la fitna, lui c'est un acteur de la fitna. À ce moment-là. T'as vu, lui je suis pas avec lui frère. Je l'ai cité, oui, je suis pas avec lui frère. C'est pas ce que je suis en train de dire. Et s'il voit cette interview, il faut qu'il le sache, je suis pas avec lui frère. Pourquoi? Parce que sa façon de parler insulte aussi mes enfants. Tu vois ce que je veux dire? Je serai jamais avec lui frère. Très mal lui. Lui il a dit, lui il a un esprit colon dans sa tête. Tu vois, il a dit gaulliste, il a dit je sais pas quoi. Frère, c'est les mecs qui sont venus, qui ont tué du Renoir, de l'Algérien, qui ont tué beaucoup de monde. T'as capté? Dans sa tête, il est dans ça lui. Moi je suis pas avec lui. Pour rien au monde, j'essaie pas de plaire à un audimat de Sistra, de facho. Non, mais lui c'est un raciste. Alors, premièrement, j'ai deux choses à dire. Premièrement, j'ai vu dans les commentaires des personnes qui disaient comme quoi Rof a retourné sa veste. Parce qu'avant, il validait Bassem, tu vois. Et là, j'ai envie de dire une chose. Les amis, on a le droit d'évoluer, de changer d'avis. Ça voudrait dire à les écouter que ce que je pensais il y a 20 ans, 10 ans, 5 ans, ben en fait, je peux pas changer d'avis. Sinon, ça veut dire que je suis une girouette et que je retourne ma veste, tout simplement. Waouh. Bref, et sinon, Bassem n'est pas raciste. En tout cas, pour moi, Bassem, c'est un négrophobe. Là, il a nuance. Parce que Bassem s'attaque exclusivement à la communauté noire. Il insulte, il dénigre, tout ça, que les noirs. D'accord, les mecs? Donc, Bassem n'est pas raciste. Bassem est un négrophobe. Je l'ai dit dans plein d'autres vidéos. Et dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer des séquences où Bassem a insulté des noirs, tout ça. Parce que il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui ne veut pas voir. D'accord, les mecs? Je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, premièrement. Deuxièmement, si Bassem avait été un bon français pure souche et que tout ce qu'il a dit sur les noirs, il avait dit sur des arabes, est-ce qu'on aurait dit que ce mec était juste communautaire? Parce que oui, c'est ce qu'on dit de Bassem. Non, il est juste communautaire. On aurait dit automatiquement que ce blanc est raciste. On n'aurait pas tortillé du cul, d'accord? Donc Bassem, c'est un négrophobe, tout simplement. Bref, on enchaîne avec ce poste de Marginal. Et là, c'est avec Gims qui présente sa nouvelle femme, donc Antonella, à Dubaï pour l'inauguration du restaurant Carbone. Bon, je coupe le son, là, il y a une musique copyright. Sinon, il se fait plaisir, on a envie de dire. Du coup, il y a une personne qui a ressorti un vieux tweet de Booba qui disait « Et voici la fameuse Antonella, escorte allemande fournie par Mambay.booking que Bilal, donc Gims, veut prendre en troisième femme car elle a un plus gros cul que Demdem. De plus, Demdem l'a trompé avec Adra du 19, qui est d'ailleurs devenu dépressif car tombé love de la grognasse. À suivre. » Et du coup, il y a une personne qui parle de tout ça. C'est lui, je sais pas comment il s'appelle, ce mec. Donc on écoute. Beaucoup de gens s'affolaient sur Gims et sa nouvelle compagne, Antonella, sa nouvelle compagne. Ça fait un moment quand même qu'il est avec elle. En fait, il y en a beaucoup, ils n'ont pas compris. Il y en a beaucoup, ils n'ont pas compris. Moi, je l'avais dit, ça fait peut-être plus d'1 an. Voilà, en gros, il va dire que la Antonella, elle est avec Gims depuis longtemps, que Gims, en fait, il a 3 femmes et il est toujours avec Demdem. Et il a une 3e femme qui est voilée et que elle, en fait, personne ne la voit. Voilà l'histoire. Il était en relation avec Antonella. En fait, Gims, c'est sa 3e là. Là, c'est sa 3e épouse. Il n'a pas divorcé de Demdem. Hein. Il est toujours avec Demdem. Et d'ailleurs, Demdem a fait une story dernièrement. Mais quand il avait annoncé à Demdem qu'il allait se marier, il allait prendre une 3e épouse qui est Antonella, elle n'a pas digéré. Elle n'a pas kiffé. Pourquoi? Parce qu'elle voit une femme qui lui ressemble physiquement, mais en mieux. Donc elle s'est dit, bon, vu que c'est la nouvelle, vous connaissez les femmes, il y a de la concurrence, il y a de la jalousie, c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'elle était un peu fâchée, mais elle va pas quitter sa poule aux œufs d'or. Demdem est la 2e épouse. Il y a une épouse avant aussi, qui est voilée et voilà, qui est pas dans les caméras et dans les trucs, les strass et les paillettes. Elle est vraiment focus sur sa religion. Demdem, c'est la 2e épouse. Avec qui, on va dire, il s'est montré, il a montré sa réussite, les échelons et tout ça. Antonella, c'est la 3e épouse. Moi, j'avais fait des vidéos là-dessus. Tout le monde disait, ah, mais... Et d'ailleurs, Demdem, dans la story qu'elle a mis, elle a dit que Antonella était la 2e. Donc, Demdem valide comme quoi il y aurait une 1re femme, tu vois, déjà. Non, bref. Demdem, elle a fait son petit caca nerveux, assez énervé, mais elle a fini par se remettre avec Gims. Il n'y a jamais eu de divorce entre les deux, ils sont toujours mariés. Là, Gims, il va sur sa 3e, il a le droit, il n'est pas français, il ne vit pas en France,
il est musulman, il a le droit à 4 épouses. Donc voilà, Gims a les moyens de pouvoir assumer 3 femmes. Et voilà, il est avec le contenu là, il se cache plus. Moi, je l'avais dit, Betix est venu dans les commentaires me dire que c'est faux. Moi, je le savais, j'avais des sources. Donc voilà, il va se mettre avec, il va plus cacher, il va plus cacher sa relation avec Antonella. C'est tout. Voilà, maintenant... Ok, et maintenant, Demdem, elle a même fait une autre story où elle le menace, hein, tout simplement. Oui, les amis, là, c'est du gossip. Bref, on enchaîne avec ce poste de contexte, et c'est marqué Alerte Info, Paris, l'un des plus gros trafiquants de drogue français, Amer Mansouri, 49 ans, en cavale depuis des années, a été arrêté mercredi 2 octobre, coincé dans les bouchons de Paris. Un des trafiquants de drogue français les plus recherchés, interpellé ici, en plein cœur de Paris. On peut dire merci, Hidalgo. Il est environ 20h hier soir, circulation difficile sur ces boulevards. Dans leur voiture banalisée, les hommes de la BRI de Versailles suivent un certain Amer Mansouri, soupçonné de gérer un gros réseau de trafic de stupéfiants. Voilà des jours qu'ils le surveillaient, ils ont désormais le feu vert pour l'arrêter. Au milieu des bouchons, les policiers cagoulés le coincent sur ce carrefour, le mettent en joue et l'embarquent. La fin d'une cavale longue de plusieurs années pour celui que l'on surnommait l'insaisissable. Grâce à de faux papiers, il multipliait les allers-retours entre le Maroc, l'Espagne et la France, où il visitait des proches et gérait son business illégal. Mansouri, 49 ans, condamné notamment à 15 ans de prison pour trafic de stupéfiants, était connu pour association de malfaiteurs et port d'armes, faisait l'objet de 7 mandats d'arrêt et était l'une des 50 cibles prioritaires de l'Office central anti-stupéfiants. Ça permet de déclencher un certain nombre de surveillance et notamment de surveiller, de veiller à leurs allées et venues. Sur ces photos, ces barons de la drogue, arrêtés et incarcérés, étaient aussi sur la liste. La majorité de ces narcotrafiquants sont souvent basés à Dubaï, au Maroc ou encore en Algérie. Amer Mansouri a lui 10 jours pour s'opposer à ces condamnations, ce qui ouvrirait la voie à de nouveaux procès. Ok, du coup, on enchaîne avec ce poste de Masdac et c'est marqué « Voilà comment les riches font pour ne pas payer d'impôts ». Voilà comment les ultra riches échappent aux impôts et c'est 100% légal. Comment ça? Mais tout le monde paye des impôts, tu peux pas y échapper, encore moins quand t'es riche. Justement, les ultra riches utilisent des outils que personne ne connaît. L'un des plus puissants en gestion privée, c'est le crédit lombard. Le crédit quoi? Le crédit lombard, c'est un prêt garanti par ton propre patrimoine financier. En gros, au lieu de vendre leur placement pour avoir de l'argent et donc payer de l'impôt dessus, les riches empruntent en mettant en gage leurs titres financiers. Attends, ils mettent en garantie leurs actions, obligations, assurance vie? Exactement, ces actifs servent de garantie à la banque et en échange, elle leur prête entre 50% et 90% de la valeur de leur portefeuille à un taux très faible parce qu'elle est couverte. Mais oui, et comme une dette ce n'est pas un revenu, il y a zéro impôt dessus contrairement à une vente d'actifs. C'est là toute la technique. Au lieu de vendre leurs actifs et donc de déclencher le paiement d'une flat tax à 30% ou de se verser un revenu et payer jusqu'à 45% d'impôt sur le revenu, ils préfèrent faire un crédit lombard et ne payer qu'un très faible taux d'intérêt, souvent le Ribor plus la marge bancaire, donc autour de 2 à 3%. Et entre 30% et 2%, il n'y a pas faute. Tout ce qu'il a dit, c'est ce que les randoms avec une pseudo bonne situation font. Hein. Payer la flat tax, payer énormément d'impôts, etc. quand tu veux te verser un salaire. Attends, et c'est pas fini. Dans un crédit lombard, tu rembourses souvent uniquement les intérêts et le capital à la fin. Mais comme leurs titres continuent de prendre de la valeur, leur patrimoine grossit pendant qu'ils vivent à crédit. Donc ils roulent la dette. Exactement, t'as tout compris. Quand le prêt arrive à échéance, ils en reprennent un nouveau pour rembourser l'ancien. Incroyable comment ce système est tordu. Et la banque est ravie puisqu'elle a leurs actifs en garantie et donc en quelque sorte elle ne prend aucun risque. C'est pour ça entre autres qu'on dit que les riches vivent à crédit et ne payent pas d'impôts. Ils se versent très peu de revenus, utilisent la dette pour vivre et profitent de montages totalement légaux, mais inaccessibles au commun des mortels. Ouah, je viens de prendre une claque, mais comment tu sais tout ça, toi? Je suis abonné à Masdac. Ok, du coup on passe sur le poste de Kunta Kinte qui est marqué, donc t'as Laurent Wauquiez qui dit en public que c'est non pour rentrer dans le gouvernement de Le Cornu, alors qu'en coulisses il fait des appels de pied pour prendre la place de Retailleau ou gratter un autre poste de ministre. Ils aiment vivre au crochet de la République. Ce qui nous remonte de ces différentes réunions qui ont eu lieu tout le week-end, c'est une différence d'approche entre Bruno Retailleau, chef Les Républicains et ministre de l'Intérieur démissionnaire, qui depuis plus de 20 jours maintenant, a très bien l'intention de garder son marocain, et un Laurent Wauquiez qui fait entendre sa petite voix, considérant qu'aujourd'hui, rester au gouvernement, c'est finalement donner un chèque en blanc au gouvernement de Sébastien Lecornu. Petite musique, un peu rigolote aussi, selon nos informations, Laurent Wauquiez a fait quand même offre de service il y a quelques jours pour rentrer au gouvernement. Je suis Alain Duhamel acquiesce, donc je suis soulagée, mais c'est une réalité aussi de ce qu'est la droite aujourd'hui. Ok, et on enchaîne avec ce poste de Impact, et c'est marqué Alerte Info, donc c'est passé il y a 5 heures. Historique, Sébastien Lecornu a démissionné de son poste de Premier ministre. Il y a eu combien de Premiers ministres, les mecs? Il y a eu Borne, Attal, Barnier, Bayrou, Lecornu. Il y a qui d'autre?
Du coup, on enchaîne... Non, il continue, pardon, avec Flash. Emmanuel Macron est de retour à l'Elysée après avoir longuement marché dans Paris, téléphone à la main. Le président de la République, vous le reconnaissez ici de loin, sur les quais parisiens, et c'est une image de solitude qui illustre évidemment le moment qu'il est en train de traverser. Le président qui semblait prendre un téléphone, il y a beaucoup de consultations évidemment à mener pour lui en ce moment, la solitude du pouvoir, la solitude de la décision qui sera la sienne pour les heures qui viennent, dissolution, nouveau Premier ministre, référendum, que sais-je encore. On aura la réponse très bientôt, pendant que du côté des autres partis, eh bien, on continue à discuter pour imaginer la future tactique à suivre, notamment du côté des Républicains. Ça va vraiment mal, hein. Du coup, on enchaîne avec BFM TV, c'est marqué « J'ai décidé de prendre la parole ». Cédric Brun, ex-conseiller régional LFI, dénonce des dérives islamistes dans le parti. Vous êtes élu des Hauts-de-Seine, secrétaire général CGT du syndicat Stellantis, et vous venez de quitter votre poste conseiller régional sous l'étiquette de la France Insoumise. Vous allez continuer à siéger dans un autre groupe. Pourquoi est-ce que vous avez cette semaine claqué la porte de la France Insoumise ? Je crois que quand on est un élu responsable et qui se dit représenter les gens, on se doit de témoigner et de claquer la porte justement quand ça va pas et quand on voit qu'il y a une dérive idéologique majeure qui se met dans un parti. Beaucoup ont décidé de se taire, de continuer à faire l'autruche. Moi, j'ai décidé de prendre la parole pour tous les groupes d'action qui aujourd'hui sont menacés et qui continuent à démissionner par dizaines. Alors, de quelle dérive idéologique parlez-vous ? Écoutez, depuis les attentats du 7 octobre, on a eu des profils, on va qualifier d'inquiétants, qui ont infiltré les groupes d'action, des profils très clés, je veux dire clairement, très proches des frères musulmans, et qu'aujourd'hui essayent d'imposer une idéologie qui devient malheureusement majoritaire dans le parti. Et c'est devenu quand même assez catastrophique parce que la grande promesse de Jean-Luc Mélenchon, c'était quand même d'avoir un parti laïque et qui défendait d'abord les travailleurs et les grands programmes sociaux. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. De quel profil inquiétant est-ce que vous avez parlé de quel profil inquiétant parlez-vous? Qu'est-ce que vous avez remarqué et qu'est-ce qui prône? Vous parlez d'un discours prosélyte. Quel est le sens de ce discours? Vous savez, quand vous avez des profils, sans citer les noms, qui sont pourtant connus, notamment un monsieur Equissem qui a été renvoyé dans son pays parce qu'effectivement il y avait un discours qui était en dehors des critères de la Ça, République. vous parlez d'un imam qui a été envoyé hors de France, c'est Voilà. ça? Qui a été renvoyé hors de France et que son fils aujourd'hui continue à prospérer dans la région, et ça devient compliqué. Alors, je précise que son fils rejette les positions de son père, l'imam Equissem, mais qu'effectivement il a rejoint la France insoumise. Quels sont les thèmes que ces groupes mettent à l'honneur, si je puis dire, et qui vous dérangent? Si vous voulez, quand vous avez comme thèmes principaux les luttes sociales, les retraites, le maintien des usines, le pouvoir d'achat, et qu'on vous répond en face, c'est d'abord le voile dans l'espace public et l'espace privé, qu'on vous explique que c'est la cantinade qui devient prioritaire, effectivement ça pose un certain nombre de questions. Alors ces questions, effectivement, elles peuvent cohabiter, mais quand elles sont dans une priorité qui n'est pas celle qu'on défend dans le programme, ça devient problématique. Du coup, on enchaîne avec le poste de l'insoumission qui a marqué « Vous êtes des menteurs. En 8 ans, vous n'avez jamais fait aucune concession malgré vos défaites. David Guiraud expose l'hypocrisie de cette macroniste en direct. » Mais alors, vous mentez. Non, mais écoutez, travaillez. non, mais travaillez. Vous êtes non, moi je ne fais que je vous le dis droit dans les yeux, des menteurs. Écoutez, Parce que vous dites que vous êtes prêts à travailler. Sur quoi vous êtes prêts à travailler? La réforme des retraites, vous étiez minoritaire, vous voulez travailler là-dessus? La taxe Zuckman, 2% sur le patrimoine, une campagne de malade pour nous empêcher. La moindre de nos amendements, le moindre de nos amendements de redistribution des richesses, vous les avez tous démolis. Donc ça n'est pas vrai que vous êtes prêts à travailler. Que vous ne soyez pas content de ne pas avoir de majorité à l'Assemblée, que vous ne soyez pas content de ne pas réussir à les faire passer, c'est une chose. Mais je vous en prie, pas en même temps, allez-y, terminez, et puis Éléonore Caron. Quelle est la concession que vous avez fait en 8 ans de macronisme? Mais c'est une question de concession. Non, mais c'est laquelle? Donnez-moi une. C'est pas une question. Non, mais vous voyez, vous êtes toujours dans le mauvais logiciel. C'est pas une question de concession. Oui, non, mais je vais vous dire, c'est pas une question de concession, c'est une question d'obtenir des victoires à l'Assemblée nationale. C'est une question de présenter des amendements et de les faire voter. Alors on va aller, si vous le voulez bien. Dites-nous celui que vous êtes prêt à voter. Avec tout. Et on continue avec Impact encore et c'est marqué Alerte Info, CNews passe un cap concernant les musulmans de France. En direct à la télévision, un journaliste lance « Il y a désormais deux France, une France républicaine, la nôtre, et une autre hors la loi qui a pour arme la Kalachnikov et le voile. » Et il y a désormais clairement deux France. Une France républicaine, la nôtre, attachée à nos valeurs, à la liberté, au respect de la loi, et une France hors la loi. Et c'est une France hors la loi qui n'arrête pas de s'étendre, qui distille le poison, vous l'avez dit, la drogue, qui sème la terreur, une terreur criminelle, on le voit, ou une terreur parfois islamiste et même politique, et qui a pour arme la Kalachnikov, le voile, et parfois les menaces de mort à l'encontre de certaines personnalités. Voilà, sur ce point, je n'en dirai pas plus. Et quand il dit Kalachnikov, il parle du grand banditisme, et après il te mélange ça avec le voile. Il a tout win-pin, c'est incroyable. Et c'est un journaliste, hein, les mecs. C'est un journaliste. Moi, je l'ai déjà dit, hein, pour moi, CNews, c'est comme TPMP, sauf avec des personnes habillées comme des journalistes. Et c'est là le problème, c'est que les gens regardent ça comme si c'était vraiment un journal. Alors que c'est une émission de télé comme TPMP, les mecs, hein, sérieusement. On enchaîne avec ce post de Jacques Renardière, c'est marqué on en parle tout le temps, donc c'est que c'est partout. En 2024, le mot immigration a été prononcé plus de 19 000 fois sur CNews et à force d'exposition, notre cerveau y croit. Maxime Holbert. Je suis parfois peiné lorsque notre émission est caricaturée, quand on dit qu'on fait toujours la même chose, qu'on parle
du voile ou de l'immigration. Ah Pascal, il nous avait manqué. Ah bon? Parce qu'en 2024, selon l'INA, le mot immigration a été prononcé plus de 19 000 fois sur CNews, soit 52 fois par jour. Alors la caricature... Le biais de représentativité. Ce biais cognitif, c'est ce réflexe qui nous pousse à juger la fréquence d'un phénomène, non pas à partir des chiffres, mais à partir d'un stéréotype ou d'un exemple marquant. Prenez l'OQTF. Avant 2019, quasi inexistant dans les JT. En 2024, il a été prononcé près de 4000 fois sur CNews, contre moins de 1000 sur toutes les autres chaînes d'infos. Et là, le cerveau fait un raccourci. On en parle tout le temps, donc c'est partout. Donc c'est un fléau. Sauf que, pas toujours. Le phénomène n'a pas forcément explosé, mais sa visibilité, oui. Et à force d'être exposé à un mot, à un cas, un visage, bah on y croit. Et le truc, c'est que pas mal de personnes m'ont déjà dit, mais Pagès, on s'en fout, c'est juste CNews. Mais le truc, c'est que CNews a une énorme force de frappe, les mecs, c'est incroyable. On les voit partout. Et vous allez dire, mais toi aussi, hein, tu partages. Mais moi, je partage pour montrer les incohérences, les mensonges, et les moments où ils n'apportent même pas de preuves, etc. Tu vois. Donc, on est obligé de... C'est un mal pour un bien, on va dire, tu vois. Eux généralisent, même si les chiffres disent l'inverse. Et ça, les populistes le savent. Ils ne balancent pas des chiffres, ils racontent une histoire avec un visage, un prénom, une émotion, et la peur fait le reste. Alors forcément, les raccourcis ne tardent pas. Immigration égale violence, chômage, assistanat, politique, tous des magouilleurs, riches, des cyniques, et les banlieues, c'est le danger. Ce n'est pas parce qu'on voit souvent une image qu'elle représente la réalité. La télé, elle ne montre pas ce qui est fréquent, elle montre ce qui fait réagir. Alors la prochaine fois que vous entendrez « Bah c'est vrai, je l'ai vu à la télé », rappelez-vous, c'est pas parce que c'est visible que c'est représentatif. Et on enchaîne avec le post de Jean Messia qui a marqué « Dans les rares manifestations pour la libération des otages israéliens, comme aujourd'hui place de la République à Paris, on ne voit que des drapeaux français et de rares drapeaux israéliens. » Et là, j'ai gardé ce tweet pour une seule et bonne raison. Ce mec, il adore mitonner et manipuler les images. Donc là, il a montré une séquence de 7 secondes. Regardez. Tout de suite après, je suis tombé sur ce post. Tout de suite après les mecs, hein. Regardez, là ça dure 22 secondes. Bon par contre la musique copyright, 22 secondes. Vous voyez la différence? Bon, il n'y a pas de problème, hein. C'est bien les manifestations pour appeler à la libération des otages, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est Jean Messia. Ce mec, c'est un foutu mytho, d'accord? Dire il n'y a que des drapeaux français, attendez, c'est ce qu'il a dit quand même, je crois. On ne voit que des drapeaux français et de rares drapeaux israéliens. De rares drapeaux israéliens, comme il dit. De rares drapeaux israéliens. D'accord? Voilà, ça c'est Jean Messia sur X. Et on termine avec ce post de Moonbee qui a marqué « Effondrement du sionisme génocidaire et de ses propagandistes en direct. Inversion accusatoire, négationnisme, stéréotype et déshumanisation, dramatisation, instrumentalisation de l'antisémitisme. Tout est là, même BHL admet la défaite. » Comment vous l'expliquez? Comment j'explique? Oui. C'est à eux d'expliquer, franchement. C'est à M. Gutiérrez d'expliquer pourquoi le lendemain du 7 octobre, il mettait le blâme et la honte sur Israël. C'est aux professeurs d'université américaine et française de nous expliquer pourquoi, alors qu'Israël n'avait pas encore répliqué, n'avait pas encore riposté, on lui demandait déjà de surtout ne pas escalader. Alors les mecs, cette séquence, elle dure 3 minutes 45. J'ai vu seulement 2 minutes. Et il a fait que mentir. Déjà là, il est en train de dire que, après le 7 octobre, avant même que Israël ait riposté, les gens leur ont demandé de ne pas escalader. J'ai pas vu ça. Ensuite, écoutez, il va faire que mentir. Hein. C'est aux Italiens et aux Espagnols de nous expliquer pourquoi ils font comme si le Hamas était un mouvement de résistance et comme si... Voilà, là il est en train de dire, on est à 35 secondes. Il a dit comme quoi l'Italie, l'Espagne défendent le Hamas. C'est ce qu'il est en train de dire. Hein. Alors que non, moi ce que j'ai vu, c'est que l'Italie et l'Espagne défendent la population de Gaza, les Palestiniens, des innocents qui sont bombardés. C'est ça que je vois. Je vois rien d'autre, d'accord ? Israël était un pays génocidaire. C'est pas à moi d'expliquer. On est face à une sorte de délire collectif, là, qui s'est emparé du monde. Il y a une vague de haine d'Israël, de réprobation d'Israël et d'antisémitisme qui est sans précédent. Moi, j'observe tout ça depuis des décennies. Je n'ai jamais vu ce qui se passe aujourd'hui. Ce 2 poids et 2 mesures. C'est-à-dire tout le blâme sur Israël et quasiment pas de blâme sur ceux qui sont responsables de cette guerre atroce et de ces tueries sans nombre. Honnêtement, je n'ai jamais... Voilà, là, il dit qu'il n'y a pas de blâme sur le Hamas. En fait, le truc, déjà, 2 poids, 2 mesures, moi, je vois pas de 2 poids, 2 mesures, hein, parce que quand il y a eu le 7 octobre, tous les pays sont indignés. Hein. Ils ont envoyé la force à Israël, bien sûr. Là, le truc, c'est que quand il dit qu'il y a un 2 poids, 2 mesures, que, en fait, ces pays-là ne parlent pas du Hamas, c'est qu'en fait, quand tu regardes les news, quand tu regardes les séquences, tout ce qu'on voit, c'est une population de Gaza qui se fait bombarder. C'est tout ce qu'on voit. Je n'ai pas vu de séquence où bien le Hamas arrive à toucher Israël et toucher la population innocente d'Israël, tu vois.
Les seules fois où je vois des séquences, c'est que des militaires ont été touchés par le Hamas. Donc c'est une guerre entre militaires et militaires si on veut, tu vois. Mais du côté des Palestiniens, on voit des innocents touchés. Et c'est pour ça que, en fait, peut-être que ces pays-là ne parlent pas du Hamas, pas parce qu'ils veulent le défendre, c'est qu'en fait, il n'y a même pas de séquence où le Hamas touche la population. Et je parle pas du 7 octobre, hein, là je parle pendant la guerre, d'accord les mecs ? J'ai vu ça. Après, peut-être que je me suis mal exprimé, mais tu vois ce que je veux dire. Et je ne l'aurais pas imaginé. Certains dans les coulisses de la diplomatie française m'ont dit, mais s'il y avait eu la reconnaissance d'un État palestinien avant, il n'y aurait pas eu ce 2 poids 2 mesures. Que répondez-vous à ça ? Mais ça fait des années qu'il aurait fallu un État palestinien. Ça fait des décennies. Moi, je suis pour un État palestinien depuis l'époque des accords d'Oslo. Bien avant. Bien sûr, oui. Mais vous voulez dire quoi ? Qu'il faille un État palestinien pour les Palestiniens et pour la sécurité d'Israël, c'est évident. Après, est-ce qu'il faut un État palestinien après le 7 octobre pour dire aux opinions publiques du monde, pour dire aux Palestiniens ce que vous n'aviez pas réussi à avoir quand vous étiez good guy, c'est pacifique. Ben là voilà, là on vous le donne parce que vous avez commis un pogrom gigantesque. Ça non. Voilà, j'ai regardé jusque-là. Il a dit une dinguerie. Il a dit comme quoi que c'était les Palestiniens qui ont commis le 7 octobre. C'est ce qu'il dit là. Parce que vous avez commis le 7 octobre, parce qu'on dit aux Palestiniens, après avoir commis le 7 octobre, ben en fait on vous donne l'État. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc il est en train d'accuser les Palestiniens, les innocents, d'avoir commis le 7 octobre. C'est que c'est le Hamas, tu vois. Voilà. Mais il win-pin tout. Ça, je pense que c'est une démarche absurde et irresponsable, profondément, pour toute la région, pas seulement pour Israël. Parce que c'est ça l'histoire. Et évidemment qu'on aurait dû le faire il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais il y a un moment où il faut surtout pas le faire, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire tant que la classe dirigeante palestinienne et une grande partie de l'opinion vivent dans cette culture de mort. Ça, c'est pas possible. Salman Rushdie, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous choquer. Moi, j'avais un grand ami, depuis très très longtemps, qui s'appelait Shimon Peres, ancien président. Ils vivent dans cette culture de mort, qui est peut-être dans la culture de mort, ou bien ils vivent entourés de mort. C'est plutôt ça que j'ai envie de dire. Mais celui-là, d'Israël et ancien président d'Israël. Et Shimon Peres disait une chose quand on lui parlait de ces, à l'époque, 300-400 000 colons peut-être, et comment on allait faire dans le prochain État. Il disait un truc assez simple. Il disait, attendez, nous avons, nous, en Israël, 2 millions, la nation israélienne abrite 2 millions d'Arabes, Palestiniens, musulmans. Pourquoi est-ce que le futur État palestinien, qu'il appelait de ses voeux, Shimon Peres, comme moi, il peut très bien avoir aussi une minorité juive, si les colons en question le souhaitent, s'ils l'acceptent, si c'est leur vœu. Shimon Peres avait cette idée-là, qu'on pourrait imaginer dans une Palestine démocratique, laïque, ouverte, qui aurait rompu avec les cultures de mort, on pourrait imaginer une minorité juive qui vive en bonne intelligence avec la majorité palestinienne. Pourquoi pas ? Bref, en tout cas, il parle pas des colons qui prennent des terres. Donc voilà les mecs, pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insulte comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, le petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai à parler. À vous d'écrire. Ciao tout le monde.